Bonjour à tous et merci de regarder Smart Impact. Nous sommes ravis d'être avec vous pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, rédactrice en chef et fondatrice du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons parler d'alimentation bio avec Lucas Lefebvre, le fondateur du site e-commerce La Fourche. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la compensation carbone avec Thomas Parouti, le fondateur de l'agence Mieux, et Stéphane Allaire, fondateur de Rest Forest Action. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique du caviste Nicolas qui récompense ses clients responsables. Et nous terminerons avec la bonne idée du jour qui est celle de la start-up Actionnable avec son président Gwendal Bian. Mais d'abord, commençons cette émission avec les actualités du jour, Eva. Oui, Émilie, première actu et premier chiffre, 24 millions. C'est le nombre de masques jetables utilisés par semaine en France. Vous le savez, avec la pandémie, l'utilisation de ces masques est devenue la norme dans les transports, en public, dans la majorité des commerces et des entreprises. Mais leur impact environnemental est pointé du doigt. Les associations estiment qu'un masque chirurgical met entre 400 à 450 ans à se dégrader. Et pour l'instant, il n'existe pas de filière de recyclage dans l'Hexagone. Des pistes sont à l'étude en ce moment. Cosmolis, entreprise française, expérimente le recyclage, mais il s'agit maintenant de confirmer cette expérimentation avant de causer des dégâts irréversibles. Mon deuxième chiffre, Émilie, c'est le résultat d'une étude de l'ADMICAL, le réseau d'entreprises et d'entrepreneurs engagés. 95%, c'est le pourcentage des entreprises interrogées qui se sont engagées pendant cette crise du Covid-19. Malgré leurs propres difficultés, cette étude montre que les entreprises se sont largement mobilisées auprès du monde associatif et hospitalier. De la grande entreprise, faisant des dons de plusieurs millions d'euros, à de nombreuses PME, se mobilisant auprès des acteurs de son territoire. Ces exemples témoignent ici d'une forte mobilisation et d'un engagement inédit. Et enfin, Émilie, un département, celui de la Seine-Saint-Denis, de plus en plus engagé en matière d'écologie. Il entend faire de son territoire un véritable poumon vert pour la région Île-de-France. D'ici à 2030, pas moins de 30 000 arbres seront plantés. Cette mesure fait partie du plan Canopée, voté par les élus il y a quelques jours. La lutte contre la pollution atmosphérique et visuelle pour la Seine-Saint-Denis, eh bien ça commence maintenant. L'invité du jour est Lucas Lefebvre, le président et le fondateur du site e-commerce La Fourche, qui propose des produits bio. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Avec plaisir. Alors on a hâte de découvrir ce qu'est La Fourche, en quoi est-il différent d'un autre site e-commerce. Déjà, avant de commencer, est-ce qu'il y a un bon et un mauvais bio ? Alors, on pourrait dire qu'il y a un bon et un mauvais bio depuis quelques années. Au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bio, c'est vraiment une philosophie de production qui comprend des aspects environnementaux, sociaux et santé. C'est-à-dire qu'au-delà de arrêter de mettre des pesticides, parce que le label, c'est avant tout l'absence de pesticides dans les cultures, c'est une philosophie qui, au départ, voulait travailler avec des producteurs locaux, avec un respect des animaux, avec un respect des écosystèmes. C'est une philosophie qui a été poussée par les pionniers du bio, donc de la distribution spécialisée en France. Aujourd'hui, la grande distribution se lance dans le bio en appliquant les mêmes techniques de production industrielle qu'elles ont appliquées au conventionnel. Donc on a tendance à perdre cette notion de bio-pionnier engagé. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire à La Fourche. Et justement, pourquoi vous avez lancé La Fourche, alors, qui date d'il y a 2 ans, hein, c'est ça ? Exactement. Voilà. Ça a été lancé à l'été 2018. La Fourche est née de 2 idées. La première, c'est que chaque achat est un acte de vote. Et donc, en tant que consommateur, on a envie de faire passer le message que les consommateurs ont le pouvoir de façonner une société plus éthique, plus durable, en encourageant les marques et les producteurs les plus engagés. Et ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que cette transition
vers c'est déjà une transition écologique, mais une transition vers une consommation positive, parce qu'on se fait à la fois plaisir à soi-même, mais aussi on fait plaisir à la planète, si je peux me permettre. En tout cas, on participe à la préservation des écosystèmes. Cette transformation vers une consommation positive, elle doit se faire avec tout le monde, et pas seulement avec les 10% des Français les plus privilégiés qui ont assez de revenus pour pouvoir s'acheter des produits bio qui sont quand même un petit peu plus chers. Donc il y a une vraie notion d'accessibilité dans la fourche. C'est pour ça qu'on a créé un système d'adhésion. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessibles ces produits au plus grand nombre, donc en diminuant les prix de ces produits. Et donc la fourche, ça fonctionne comme finalement un club de consommateurs engagés. Concrètement, nos adhérents payent 69 € par an pour accéder au catalogue et se faire livrer autant de produits bio qu'ils le souhaitent partout en France. Et nous, c'est la fidélité de cette communauté de consommateurs qui va nous permettre... Combien d'adhérents là ? Aujourd'hui, on a à peu près 15 000 familles qui consomment à la fourche. Et donc nous, c'est la fidélité de cette communauté qui est hyper engagée. En moyenne, nos adhérents économisent 250 € par an, qui va nous permettre de réduire nos prix, de réduire nos marges et de proposer des tarifs qui sont jusqu'à 50% moins élevés que dans le commerce. Et les produits donc, que vous vendez sur le site La Fourche, eux respectent ce label bio, c'est-à-dire au-delà en effet de pas utiliser de pesticides, ils respectent aussi toutes ces conditions sociales et environnementales. Absolument, on essaie de faire une sélection, on se voit plutôt comme un sélectionneur, pas vraiment un distributeur, mais un sélectionneur. C'est-à-dire qu'on va avoir une sélection de produits qui est un peu moindre qu'un magasin classique, mais on fait attention à sélectionner les producteurs les plus engagés qui vont au-delà du label. Donc évidemment, on n'a que des producteurs bio, mais on a aussi des producteurs qui s'engagent pour l'environnement en réduisant leurs déchets, en proposant des produits qui sont zéro déchet, en supprimant l'huile de palme de leurs produits. Des producteurs qui s'engagent d'un point de vue social, donc ça veut dire qu'ils vont faire du commerce équitable. Tous les produits exotiques qu'on vend sont certifiés commerce équitable, donc c'est-à-dire que les producteurs sont justement rémunérés, qui travaillent en filière, donc ça veut dire travailler en filière, ça veut dire contractualiser dans le temps sa relation avec un paysan sur plusieurs années pour pas soumettre les prix à la fluctuation des cours du marché et donc pouvoir du jour au lendemain dire non, je vais travailler avec celui-là plutôt que celui-là parce que c'est moins cher. Et aussi un aspect santé parce que c'est des producteurs qui font attention à produire à fabriquer des produits qui sont peu transformés, où il y a peu de graisse ajoutée, peu de sucre ajouté, des produits qui contiennent très peu d'additifs, voire pas du tout. Comment les Français, les consommateurs réagissent à votre démarche ? Je pense qu'il y a un besoin de transparence dans le monde de la distribution. Il y a un besoin, les Français se rendent compte qu'ils ont été un peu bernés pendant des années par la grande distribution. On ne va pas reciter tous les scandales qu'il y a eu, mais voilà. Et il y a un besoin... Des crises sanitaires, etc. Exactement, des crises sanitaires, se rendre compte que sous une étiquette, en fait, il peut y avoir des pratiques qui sont absolument odieuses, du bio, des tomates bio qui poussent sous serre en France et qui polluent 7 fois plus qu'une tomate espagnole. C'est difficile de faire la différence. C'est très difficile, les consommateurs sont un peu perdus, exactement, les consommateurs sont un peu perdus. C'est une question de traçabilité, justement, parce qu'on parle des tomates, mais les tomates espagnoles bio, elles sont, on l'a vu, il y a des enquêtes qui sont sorties, élevées, cultivées dans des conditions de travail déplorables. Est-ce que vous avez, vous, des moyens de traçabilité sur chacun des produits que vous distribuez dans la fourche ? Alors on essaye. Tout d'abord, on a des certificats bio, donc tous les ans, les producteurs avec lesquels on travaille nous donnent leurs certificats. Oui, mais ça ne suffit plus d'être certifié bio. Disons que ces pratiques-là, elles se savent. On sait que quand on achète à un certain prix une production qui vient d'Espagne, on sait qu'il va y avoir des clandestins qui ont Donc c'est-à-dire quand le prix est trop bas, quand le prix est trop bas, on sait que c'est pas possible en fait de produire dans des conditions viables. Donc ces choses-là se savent. Les industriels, la grande distribution le savent très bien. Le problème, c'est que le consommateur ne le sait pas. C'est que le consommateur n'a pas l'information parce qu'il y a un manque de transparence de la part des distributeurs. Et nous, c'est justement ce qu'on essaie de combler. On essaie de donner le plus de transparence possible à nos adhérents en leur donnant des informations les plus pertinentes. Donc, par exemple, on va indiquer le score Yuka qui donne une indication de la qualité de la santé, on va dire, nutritionnelle des produits. On a calculé l'impact carbone. On est le premier magasin en France à avoir calculé l'impact carbone de tous les produits alimentaires qu'on vend. Donc, pour avoir une idée de la pollution CO2. C'est 100% français, ce que vous proposez sur le site La Fourche ? Alors non, on doit être à 80% français. Malheureusement, il y a certains produits qu'on ne trouve pas en France. Donc, comme quoi ? Des produits exotiques. Mais je vais prendre par exemple l'exemple des amandes. Un amandier met plusieurs années avant de produire et on a très peu de production d'amandes bio en France. Donc pour les amandes, typiquement, on va se fournir en Espagne qui a développé sa filière depuis plusieurs années, mais dans de très bonnes conditions. Pour reparler du prix, vous disiez que beaucoup de grandes entreprises de distribution font du bio. Alors mais le système de production reste le même et pourtant le prix
est plus élevé. C'est-à-dire qu'ils vont quand même vendre leurs produits plus chers. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, c'est l'UFC que je veux dire qui fait une étude tous les 2 ans sur les surmarges pratiquées par la grande distribution dans le bio. En fait, ils se rendent compte que... Alors, la première étude, c'était ils doublaient leurs marges par rapport au conventionnel. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% d'augmentation. Je pense que c'est juste une logique mercantile c'est un marché qui est en forte croissance. Ça fait plus de 10 ans que le bio a 2 chiffres de croissance. Il y a une vraie appétence pour ce secteur-là. Moi, je voudrais vous faire réagir sur les consommateurs. Aujourd'hui, on est en crise post-Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un élan plus important de la part des consommateurs pour consommer bio ? Est-ce que vous le ressentez, vous ? Et est-ce qu'on va vers quelque chose de positif ? Alors, je pense qu'il y a un élan, en fait, il y a un réveil des consciences, on va dire, pour plusieurs raisons, notamment liées à la crise du Covid. Nous, on l'a vraiment constaté à la Fourche, on est en contact permanent avec nos adhérents, on leur parle tous les jours via des groupes Facebook et des boucles d'échange. Oui, même pour les agriculteurs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se disent aussi, bon, bah ça y est, moi je me mets au bio, de la part des consommateurs et des agriculteurs également. Il n'y a également. jamais eu autant d'agriculteurs qui, aujourd'hui, passent en bio, sachant que c'est une démarche qui est assez compliquée, parce qu'en fonction des cultures, il faut attendre 2 à 3 ans, sans avoir les avantages des prix un petit peu plus élevés du bio, mais en respectant le cahier des charges. Donc c'est pas évident pour les agriculteurs, il faut les soutenir, et ce que font aussi très bien certaines régions. Je pense qu'il y a eu un réveil lié à la crise du Covid pour 3 raisons. La première, c'est que la crise du Covid, c'est une crise sanitaire, qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une surmortalité des personnes qui avaient des maladies chroniques qui sont souvent liées à une mauvaise alimentation. Donc voilà, c'est une crise qui nous a fait prendre conscience de l'importance de la santé. Et le bio, c'est quelque chose qui ne contient pas de pesticides. Les pesticides, c'est un poison. Donc les gens ont développé leur intérêt pour le bio. Le deuxième point, c'est que pendant la crise du Covid, les gens ont eu beaucoup plus de temps pour cuisiner, parce que les enfants étaient à la maison, il n'y avait plus de cantine d'entreprise, il n'y avait plus de restaurant. Donc on passait beaucoup plus de temps au fourneau, et nous on a vu vraiment dans ce que les gens ont acheté à la Fourche, un retour vers des produits faits maison, en fait, des produits bruts qu'on cuisine. Beaucoup moins transformés. Exactement, des produits moins transformés. Les gens, au lieu d'acheter une sauce tomate déjà faite, ils la cuisinaient eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a eu des ruptures de farine, de levure, etc. Et le troisième point, c'est que je pense que les gens aussi se sont rendus compte que un grain de sable pouvait gripper le système, qu'on avait des produits qui venaient du monde entier, que la traçabilité n'est pas forcément évidente quand des produits viennent de très loin, il y a beaucoup d'intermédiaires, et en fait, se sont rendus compte un peu de l'absurdité de nos systèmes, on va chercher à l'autre bout du monde des produits qui finalement peuvent pousser juste à côté de chez nous. Donc il y a un retour vers la localité, un retour vers le Made in France, et nous, à la Fourche, ça tombe bien, puisqu'on est à la croisée de ces 3 tendances. On propose des produits do it yourself, on propose des produits bruts, on propose au maximum des produits français, et on propose que des produits bio. Et la question de l'emballage aussi est une vraie question. Vous avez 0 plastique à la Fourche. Comment vous faites ? Parce qu'à l'heure du bio et à l'heure du vrac, les consommateurs demandent de plus en plus de vrac. Comment vous faites quand vous êtes un site e-commerce bio pour emballer vos aliments, les produits La Fourche? Sont-ils sans plastique? C'est une très bonne question. J'aimerais vous dire qu'on est complètement sans plastique. Malheureusement, il y a certains produits qui ne peuvent pas, on n'a pas encore trouvé de matériel de substitution, notamment pour les biscuits. Je parle beaucoup avec des producteurs qui me disent ça fait des années que je cherche un emballage biodégradable pour remplacer le plastique dans mes paquets de biscuits. Donc, certains produits en contiennent toujours. Nous, on doit être le premier vendeur de vrac en ligne en France. C'est à peu près 15% de ce qu'on vend, c'est du vrac. Et le vrac, on le place dans des sachets Kraft recyclables, recyclés, biodégradables. Donc on peut mettre au compost. Donc c'est pas parfait, ça reste des sachets Kraft, mais c'est quand même, ça respecte la nature. Et on travaille au maximum avec des producteurs qui s'engagent à réduire leurs déchets. Donc je parlais justement de ces producteurs de biscuits. Si vous achetez n'importe quel paquet de biscuits dans une grande surface, vous avez une barquette qui maintient les biscuits, vous avez l'emballage en carton, vous avez une barquette qui maintient les biscuits, et ensuite les biscuits sont dans un sachet. Et nous, les producteurs de biscuits avec qui on travaille, ils ont enlevé cette barquette qui sert juste à maintenir les biscuits. Et voilà, donc on propose également énormément de produits zéro déchet. On a un rayon zéro déchet qui est assez développé. Et on est un des seuls sites e-commerce de France à avoir retiré tous les plastiques de nos colis. Donc on n'utilise que des matériaux recyclés et recyclables dans nos colis, notamment pour faire le calage des produits. On recycle les cartons de nos fournisseurs. Donc on s'engage aussi dans cette logique éco-responsable et on l'applique à nous-mêmes. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Lucas Lefebvre d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de La Fourche aujourd'hui. On passe maintenant à la bonne pratique du jour.
La bonne pratique du jour, Eva, est celle du caviste Nicolas, qui a souhaité affirmer en tout cas son engagement envers une viticulture plus durable et plus respectueuse de l'environnement, tout en répondant à la conscience écologique croissante de ses consommateurs. Les clients responsables, ils sont récompensés ? Oui, absolument, Eva. Alors, depuis le 1er juin, les clients Nicolas qui achètent des vins de la gamme engagée sont récompensés, mais aussi ceux qui adoptent des comportements plus responsables. Alors, ça va être ceux qui, on va le voir, ont des actions éco-responsables. Ils peuvent en effet bénéficier des avantages du nouveau programme de fidélité Green. Et le montant et la fréquence de l'achat responsable sont valorisés, donc, mais pas seulement. Voilà, exactement, Eva. Les actions des clients Nicolas sont valorisées aussi. Alors, il s'agit par exemple du retrait d'une commande par le drive piéton, de l'apport de son sac personnel, de l'achat d'un sac papier Nicolas ou encore le retour de bouteilles consignées. Et le client cumule alors des points verts. Voilà, Eva, c'est ça, exactement, des points verts qui lui permettront de recevoir un email avec un code cadeau pour pouvoir choisir une activité culturelle, touristique ou sportive, écologique, bien sûr. Alors, ces expériences sont à réaliser partout en France, que ce soit de la randonnée, cueillette, atelier de jardinage ou encore une nuit dans un écolodge, Eva. Merci Émilie pour cette bonne pratique. C'est maintenant l'heure de notre débat, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Nous accueillons tout de suite pour le débat RSE du jour Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux, et Stéphane Allaire, fondateur et président de Reforest Action. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, notre thème aujourd'hui, comment intégrer la compensation carbone dans sa stratégie. On commence avec vous, Thomas. Comment on commence ? Déjà, on va peut-être commencer par définir ce qu'est pour vous la compensation carbone. Alors, la compensation carbone, c'est un processus en 3 étapes. 1, on mesure son bilan carbone, ses émissions, et comme ça, on voit où sont les progrès à faire. La deuxième étape, c'est l'efficacité énergétique, qui commence évidemment par la sobriété. Toute efficacité énergétique, c'est l'énergie que je ne vais pas utiliser. Et donc, l'efficacité énergétique pour une entreprise, c'est des nouveaux modes de transport, c'est plus d'économie circulaire, c'est plein de façons de réduire ces pollutions. Et la troisième étape, ensuite, c'est la compensation. Et donc, il faut essayer d'identifier des puits de carbone, des endroits qui vont permettre de capturer le carbone qui sera émis par les pollutions dues à l'activité de l'entreprise. J'aimerais revenir sur le mot sobriété. Sobriété, c'est un mot important aujourd'hui pour les entreprises. C'est un mot qui peut faire peur quand même pour l'activité économique, être sobre, mais c'est important. C'est important parce que c'est devenu incontournable. On ne peut plus imaginer une entreprise qui ne soit pas sobre, puisqu'on sait qu'on est en dépassement des capacités des écosystèmes à délivrer les services de façon durable et que tous les ans, on puise dans le stock des ressources naturelles. Donc la sobriété est importante. Après, comme le dit Thomas, il faut évidemment revoir souvent son modèle économique pour baisser son empreinte. Et la compensation carbone est une solution qui est, de mon point de vue, très pertinente si elle est menée en parallèle avec la réduction. On parle souvent de après. Moi, j'ai envie de dire après, c'est super. En parallèle, c'est encore mieux parce qu'il y a une urgence climatique. Et donc, il faut tout faire tout de suite aujourd'hui, je crois. Et c'est vrai que la compensation a cet atout de pouvoir financer. Enfin, il y a une dimension solidaire dans la compensation, parce qu'au-delà de la sobriété, quand on finance un projet de compensation, on va aller finalement planter une forêt, protéger une forêt pour ce qui est de mon métier, la forêt. Mais ça peut être d'autres types d'actions. Et souvent, ça se fait dans des pays dits du Sud, dans des pays en voie de développement, en Amérique du Sud, en Afrique, parfois en Asie. Et là, cette dimension de solidarité apporte une solution très intéressante, je crois, pour l'entreprise, où elle n'est plus dans son écosystème simple, mais elle interagit avec le reste du monde.
Oui, la compensation carbone, donc ça vient en bout de course, j'allais dire. Hein. C'est un sujet qui doit venir compléter une stratégie globale d'impact de l'entreprise. Hein, Thomas. Ouais, c'est un sujet qui est déjà sensible, c'est-à-dire c'est un sujet assez récent. Mais qui est déjà sensible parce qu'on pourrait se dire l'entreprise va compenser comme ça elle a bonne conscience et elle arrête et comme ça elle se dit voilà, mes émissions ont été récupérées, ont été capturées par des forêts. La sobriété est avant tout la première demande, que ce soit des ONG ou que ce soit des consommateurs. Voilà, c'est comment je fais pour moins polluer. Donc il y a des pressions qui s'exercent sur les entreprises pour cette demande-là. Et vous avez reçu, je crois, la semaine dernière, le président du C3D, Fabrice Bonifay. Et ils ont publié il n'y a pas très longtemps là, les gestes barrières pour le climat. Et dans les gestes barrières, à chaque fois, on s'aperçoit que tout ce qu'ils proposent a un lien avec le carbone. Et c'est comment je réinvente mon modèle d'affaires, comment je choisis des nouveaux prestataires. Et c'est clair que la compensation carbone, aujourd'hui, est un sujet qui est en train d'arriver parce que les entreprises doivent respecter les accords de Paris, avoir cette fameuse trajectoire de 1,5 degré. Et donc, du coup, elles sont obligées de se réinventer, de faire plus d'économies circulaires. Et par exemple, je suis persuadé que les magasins de vêtements, dans quelques temps, auront tous leur corner d'occasion et arrêteront de vendre des nouvelles collections tous les mois, tous les 15 jours, etc. Les banques commencent à s'intéresser aussi à la compensation carbone et l'ISR est un peu un sujet à la mode là, depuis 6-12 mois. Et commencent à lancer des produits financiers qui sont compensés. Donc tout le monde s'intéresse au sujet. Et après, ce que font aussi beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles disent à leurs fournisseurs, est-ce que vous pourrez réduire votre bilan carbone ? C'est vrai que ça fait partie de leur périmètre. Et ça, c'est un peu la solution de facilité. Mais en tout cas, c'est une première étape à prendre en compte. Et donc, du coup, ça fait bouger toute l'économie. Et par exemple, nous, toutes les parties prenantes, en fait, il faut que ce soit un travail de tout le monde. Les fournisseurs, les clients, les collaborateurs. Nous, on a un peu pour le plaisir de la réflexion et du concept, on a fait notre bilan carbone, on a compensé chez nos voisins. Enfin, Stéphane, je ne le connaissais pas il y a quelques heures, mais il s'avère qu'on l'a fait chez Reforest Action. Donc, on est la première agence de communication neutre en carbone. Et c'est vrai que c'est peut-être un détail pour beaucoup, mais les grandes marques qui nous choisissent sont très séduites par le concept et après ça démontre notre engagement parce qu'effectivement on fait tout pour réduire notre consommation et la même chose, c'est de la sobriété avant tout au sein de notre activité. Alors la compensation carbone, ce n'est pas uniquement planter des arbres, Stéphane ? Non, c'est pas uniquement planter des arbres. Il y a différents moyens de compenser ces émissions. Il y a deux choses dans la compensation carbone. Il y a éviter des émissions supplémentaires. Donc là, on va financer des projets, toujours à l'international, la plupart du temps. Alors, pour la forêt, ça va être protéger des forêts primaires, par exemple, mais ça peut être aussi financer des éoliennes, des moyens de production d'énergie neutre, en tout cas sobre au carbone, en remplacement de centrales au gasoil, par exemple, ou au fuel. Et puis, il y a cette solution d'extraire de l'atmosphère du CO2 en venant stocker du CO2. Donc, on évite des émissions et on stocke des émissions. Donc, il n'y a pas que la forêt, mais bon, ça ne va pas vous surprendre, je pense que la forêt est la meilleure des solutions parce que finalement, quand on parle carbone, on aborde le sujet par un bout de la lorgnette, mais on est sur des sujets quand même où tout se tient. Et quand on parle climat, il faut aussi parler biodiversité, il faut aussi parler développement social, il faut aussi parler solidarité. Et que dans les projets forestiers, la beauté de la chose, c'est que quand on intervient sur le climat, on peut aussi intervenir sur ce qu'on appelle des co-bénéfices qui sont particulièrement présents en forêt, notamment la dimension développement social. Quand vous avez un projet agroforestier ou une plantation de forêt, vous avez des populations locales qui vont venir avoir de meilleures conditions de vie grâce au projet, parce qu'on plante un manguier, par exemple, et bien la personne va cueillir ses mangues, nourrir sa famille avec ou les vendre sur les marchés. C'est ce que vous proposez chez Reforest Action. Vous pouvez nous présenter brièvement Oui, alors ça fait 10 ans nous, qu'on fait des projets de reforestation dans 25 pays. On a financé 10 millions d'arbres en 10 ans. Et il est vrai qu'on intervient dans les zones tempérées, Europe, États-Unis, et puis dans les zones tropicales, sur les forêts tropicales. Donc là, ça va être Pérou, enfin Amérique du Sud, Afrique
et Asie du Sud-Est essentiellement. Et quand on est dans les zones intertropicales, la dimension sociale est primordiale. Et ce que j'observe moi depuis 10 ans, c'est qu'avec l'arbre, avec la forêt, on crée un modèle de société durable. Et les projets de compensation carbone, ils permettent ça. Ils permettent de créer un modèle dans lequel on a envie de se projeter, dans lequel on a envie de vivre. Là où Moi, j'ai une question sur la compensation carbone. Qu'est-ce que vous pensez des annonces des grands groupes comme Microsoft aujourd'hui qui disent qu'ils vont non seulement, en effet, arrêter de polluer, mais en plus supprimer toutes leurs émissions depuis 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce que ça veut dire, ces annonces-là? S'ils ne réduisent pas la consommation énergétique de leurs serveurs, par exemple, ça va leur coûter très très cer. Donc je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour essayer de réduire au maximum avant. Ça rentre dans la compensation carbone? Ce qu'ils ont prévu de faire, ouais, c'est il faut avant tout pour Microsoft, par exemple, qui utilise un peu d'énergie renouvelable, mais qui en utilise moins qu'Apple, mais plus que LinkedIn ou Netflix, par exemple. Ils sont obligés de partir sur de la sobriété, sur des énergies renouvelables. Et c'est un sujet effectivement très sensible. Typiquement, il y a Air France et EasyJet qui ont parlé de compensation sans parler de réduction. Ils se sont fait allumer par les ONG. Et KLM a fait une très belle campagne qui s'appelle Fly Responsible, où ils disent « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir prendre l'avion pour cette réunion qui dure 1 heure ? Est-ce que vous êtes sûr de devoir venir ?» Alors maintenant, post-Covid, on se dit que c'est vraiment pas nécessaire. Ou alors ils disent « Est-ce que vous pourriez pas prendre le train pour vous déplacer parfois ?» Et le fait qu'une compagnie aérienne dise ça en disant « Il faut repenser notre industrie complètement », mais du coup, les ONG disent « Valide complètement » et les consommateurs disent « Je suis d'accord ». Il ne faut pas oublier que les consommateurs, l'étude Greenflex qui sort chaque année en septembre, sera le mot de la fin, Thomas. 27% des consommateurs veulent consommer moins. Donc c'est une véritable attente et je pense que dans les années à venir, on va avoir des campagnes de communication où les marques vont dire allez plutôt sur l'usage, consommez moins de ressources, consommez moins mes produits, consommez mieux. Merci beaucoup Thomas Parouti, fondateur et président de l'agence Mieux, et Stéphane Allaire, fondateur et président de Reforest Action. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et on passe à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour, il s'agit de Actionnable, une entreprise spécialisée dans le conseil en intelligence artificielle durable. On accueille tout de suite son président, Gwendal Bihan. Bonjour Gwendal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Actionnable et nous expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle durable ? Alors, Actionnable, nous, ça fait bientôt 4 ans qu'on existe et notre métier, c'est de développer l'intelligence artificielle durable. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'on aide les entreprises à être non seulement plus performantes, mais aussi d'avoir un impact positif sur la planète et les populations. C'est souvent plus concret avec quelques exemples. On aide des acteurs de la cosmétique de luxe à faire de l'éco-conception de leurs cosmétiques. On aide des acteurs de la pétrochimie à moins polluer. On aide des assureurs à faire de la prévention des risques de santé, par exemple. Pourquoi c'est un enjeu d'avenir pour les entreprises, cette intelligence artificielle durable ? Alors, il y a un peu 2 enjeux qui se télescopent. Il y a l'enjeu de l'intelligence artificielle et plus globalement de la technologie, qui est un enjeu de performance, de compétitivité. Et aujourd'hui, nous, notre conviction forte, c'est que ça ne peut pas se faire avec, à côté, les aspects responsables RSE, et qu'il y a vraiment un couloir à trouver entre les deux, et que c'est un peu deux révolutions, 2 transformations qui doivent être menées de concert. Qui sont vos clients ? Pardon Eva, allez-y. On travaille principalement dans 3 grands secteurs, les banques, les assurances, donc on travaille avec les grandes banques de la place, beaucoup d'assureurs, le secteur industriel, voilà, qui est très polluant et donc qui a aussi besoin de solutions concrètes pour dépolluer, décarboner des chaînes logistiques, etc. Donc des acteurs de la pétrochimie, de la construction, du nucléaire également. Et le dernier, c'est celui du luxe, voilà, qui a aussi besoin de se transformer parce que quand on paye 10 000 € un sac à main ou 100 € une crème, on est en droit d'exiger des normes et des standards environnementaux assez élevés. Vous étiez dans l'intelligence artificielle avant l'intelligence artificielle durable ? Exactement, voilà. Donc c'est un peu une suite logique pour nous. Alors c'est pas qu'on la faisait pas n'importe comment, on n'était pas durable entre guillemets, mais on a voulu vraiment en faire notre raison d'être et notre cœur de métier. Vos objectifs futurs ? Alors on est aujourd'hui une 50aine, donc on a déjà eu la chance de se développer assez rapidement. On est présent à Paris et à Montréal. Donc notre objectif premier, il est de rester le leader en France et au Canada sur ce sujet-là. Et on est a priori plutôt promis à une belle croissance, et une croissance, on l'espère, durable. Sachant que vous avez été fondé en quelle année ?
en 2016. Ouais. Voilà, donc effectivement une belle croissance. Merci beaucoup Gwendal Bignan, Merci. fondateur de Actionnable. Et c'est déjà la fin, Eva, de notre émission Smart Impact. C'est la fin de Smart Impact, mais on se retrouve demain pour d'autres débats et d'autres solutions. À très vite. À très vite.